bienvenue à cette conférence. Mon nom est Denise Penneau, je suis technicienne au programme public. C'est vraiment un plaisir pour moi de voir une assistance importante pour le travail de Mme Villeneuve. Alors, bienvenue à cette conférence intitulée « La troupe Adriano comme patrimoine familial de Mme Véronique Villeneuve ». Cette conférence s'inscrit dans la programmation de la semaine du patrimoine à Saguenay et est en lien avec l'exposition Place au cirque du musée Pointe-à-Cayère de Montréal, présentement en salle jusqu'au 16 avril. Je tiens à vous dire qu'il y aura une période de questions à la fin de la présentation de Mme Villeneuve. C'est prévu à cet effet. Je vais faire la présentation de Mme Villeneuve avant de lui céder la parole. Alors, originaire de Roberval au Lac-Saint-Jean, Véronique Villeneuve entreprend des études au baccalauréat en histoire de l'art, d'abord à l'Université Laval, puis à l'UQAM. En 1997, elle entame des études supérieures à la maîtrise en transmission et création à l'Université du Québec à Chicoutimi et publie son mémoire de maîtrise en 2000. L'exposition Ma vie comme un cirque, portrait d'Adrien Tremblay, fut présentée au Centre culturel du Mont-Jacob, puis à la Société d'histoire d'Allemagne. Elle a œuvré plusieurs années comme agent de liaison au Conseil régional de la culture. Elle travaille présentement au Centre scolaire de la Jonquière comme conseillère pédagogique en art. Elle a une production artistique comme auteure et a quelques publications à son actif. Madame Villeneuve, je vous cède la parole. Bonjour, merci. Merci beaucoup à Rémi et à Denise de l'invitation. Ça nous ramène des souvenirs dans cette semaine du patrimoine. Ça fait plaisir d'être là, même si je suis un petit peu nerveuse. OK. Donc, comme Denise l'a dit, Adrien Tremblay, en fait, c'était mon grand-père maternel. Il est né à Héberville en 1905, puis il est décédé à l'Alma en 1975. Puis, il s'est marié avec Marie-Noëlle Lessard en 1928. Donc, ma grand-mère est décédée en 1985, je crois. Ils ont eu 8 enfants. Donc, ma mère, Noëlla, Edelbert, Huguette, je vais regarder mes notes, Edelbert, Huguette, Patricia, Réal, Adriana, Françoise et Liliane. Je ne les ai pas nécessairement donnés dans l'ordre de naissance. Donc, ils vont vivre une bonne partie là, au début de leur mariage sur la rue Saint-Louis à Alma, dans un petit appartement, imaginez, avec 8 enfants, ça devait brasser. Puis, une vingtaine d'années plus tard, il a construit sa maison à Île-Marie. Une grande maison avec un jardin, avec tout ce qu'il fallait pour recevoir la marmaille. Donc, nous, c'est sûr que quand on allait chez mon grand-père, c'était la fête, parce que, de un, il jouait de la musique, il aimait être avec les enfants, il aimait nous amuser. Et il y avait tout ce qu'il fallait, là, une grande maison pour ça. Puis aussi, dans le sous-sol, il y avait, de temps en temps, il accrochait les anneaux puis le trapèze pour nous montrer à faire des trucs d'acrobatie. Je peux vous dire que moi, ça ne marchait pas parce que j'étais vraiment raide comme une barre, mais avec ma petite sœur, ça marchait bien. Bref, donc cet univers-là, je l'ai senti, on l'aurait senti, mes frères et mes sœurs, sauf que à l'époque, je n'ai pas vraiment posé de questions sur sa vie de tournée, sur sa vie là, sur les routes à faire des numéros de cirque et d'acrobatie. Et peut-être qu'il n'en parlait pas beaucoup non plus, donc c'était pas quelque chose qu'on abordait. Puis, je me souviens, entre autres, j'étais allée dans une pièce dans le sous-sol avec beaucoup de journaux, de revues, de toutes sortes de choses. Puis, il y avait des boîtes de carnets. Donc, je me rappelle très bien avoir ouvert une boîte, puis avoir ouvert les carnets, puis regarder un peu qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Mais c'est tout ce que... Je n'ai pas accroché, j'ai laissé ça de côté. Il faut dire, quand on est jeune, on ne porte pas toujours intérêt à ce que... Puis plus tard, je me suis dit, si j'avais posé des questions, j'aurais pu avoir plus de réponses sur son goût de faire ce travail-là, mais il était trop tard. Donc, mon grand-père, c'était un homme de 36 métiers, 36 misères, comme on dit. Alors, il a fait différents travaux là, pour nourrir sa famille. Il a travaillé sur des chantiers de construction. Il était mélangeur du béton. Il était inspecteur et mélangeur de béton sur des chantiers, surtout de barrage. Puis, il était aussi ce qu'il appelait faire du découpage, c'est-à-dire que il y avait des patrons pour faire des cadres, pour faire des chaises en bois. Il faisait ça, puis c'était aussi un petit gagne-pain. Puis, ce qui est important de dire, c'est qu'il était autodidacte. Dans le fond, tout ce qu'il faisait, il l'a appris par lui-même.
Fait que là, j'arrive à l'âge adulte, je m'inscris à la maîtrise, j'ai ma problématique de recherche. Moi, j'étais historienne de l'art, donc je voulais faire quelque chose qui se rapprochait de l'histoire de l'art, mais je voulais aussi quelque chose d'artistique. Donc, je me pose des questions. Sur quoi je vais faire ça? Je vais faire une expo, mais sur quoi? J'ai pas de sujet, j'ai pas d'objet, j'ai pas de peinture à exposer, je fais quoi? Et là, je me suis, en allant faire une visite chez ma mère, je tombe sur une boîte de fameux carnets. Et voilà, je tombe sur cette page-là qui dit, en gros, voilà comment j'ai élevé ma famille avec la petite paye du moulin, en faisant des tournées, des spectacles. Et c'est son écriture. Et ça a vraiment été l'élément déclencheur. J'ai dit, voilà, j'ai trouvé mon sujet. Je vais faire, en fait, je vais prendre Adrien Tremblay, mon grand-père, comme objet à exposer. Alors, c'est sûr que j'avais des choix à faire. Donc, excusez-moi, ma souris est fragile. Donc là, j'ai commencé vraiment à poser des questions à ma famille, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Qu'est-ce qui restait de cette partie de sa vie? Je me suis dit, je ne pourrais pas présenter toute sa vie, mais je vais présenter la partie où il a fait son métier d'acrobate amuseur public. Donc, Une vie comme un cirque, portrait d'Adrien Tremblay, c'était mon projet de maîtrise. Puis, je mets l'emphase sur le mot portrait parce que c'est important. Pour moi, ce n'était pas une biographie. Je ne voulais pas présenter depuis la naissance jusqu'à la fin de sa vie tout ce qu'il avait fait et parler de ses enfants, sa femme, et tout ça, c'était pas ça. Donc, l'idée, c'est le portrait, c'est de pouvoir prendre des extraits puis de présenter ça de manière, moi, ma préoccupation, c'est de faire quelque chose d'artistique. Puis surtout aussi que ma mère avait été écrivain, puis elle avait déjà écrit la vie de son père. Donc, ça, je ne voulais pas faire une biographie. Alors, j'ai dit, ça va être un portrait. Puis je me permettais comme ça de pouvoir faire des choix. Alors, puis ce qui est important aussi, c'est que, je vous disais tantôt, les carnets ont été le vecteur vraiment d'éléments déclencheurs. Alors on le voit, ça c'est ce qu'on arrivait, quand on arrivait dans la salle d'exposition, on voyait ce cadre-là. Alors mon grand-père à droite, avec un trapèze, il était retraité quand il a fait ce petit numéro-là. Puis on voit le titre, le titre c'est sur, dans le fond, j'avais pris une page de carnet vierge, j'avais numérisé cette page de carnet-là. Puis tous mes cartels d'exposition, tous mes textes de présentation étaient tous faits sur ce fond de carnet-là. Et sa signature, bien sûr, Adrien Tremblay, c'est vraiment sa signature à lui, puis ses carnets. Puis j'ai pas retouché les pages, je voulais pas retoucher les photos, je voulais pas retoucher les pages, je voulais que ça soit intégral comme c'était. Puis des fois, souvent c'était raturé, des fois il écrivait par-dessus. Donc alors moi, je voulais conserver ça. Quand même, j'ai laissé une petite partie de l'exposition sur sa partie de menuisier et de travailleurs plus manuels. Donc ici, on voit une photo de barrage à gauche, mais je l'ai découpée en queue pour faire comme une construction. Et tantôt, je vous disais que je voulais faire une exposition artistique. Alors, j'ai travaillé beaucoup l'éclairage pour avoir justement des jeux d'ombre sur les murs, sur les sols, pour que quand on arrive dans l'exposition, le spectateur s'intègre à l'ensemble. Donc on voit ici, alors on le voit bien à droite, l'ombrage qui est créé par le montage photo. Puis du côté du barrage, l'autre côté du barrage, c'était la maison qu'a construit Aline Mallet. Alors ça, c'était plus la partie, le travail sur les chantiers, puis faire du découpage, donc ce que je vous disais tantôt, il faisait des cadres, il faisait des chaises, on voit un petit peu dans la zone à droite, la vue d'exposition, des photos de chaises, puis il n'y avait pas de voiture à cette époque-là, donc il allait livrer ça comme il pouvait. L'été, c'était avec un chien, avec une bariole à clé à ça. Puis, on voit une sculpture de chaise. Dans le fond, les chaises font cette sculpture de chaise-là fait le pont, finalement, entre les deux zones, la zone où il travaillait manuellement, puis la zone où on entre vraiment plus au niveau de l'univers d'Adrien comme amuseur public. Donc, l'idée de la piste circulaire, c'est sûr que je ne jouais pas sur des scènes rondes et tout ça, mais moi, c'est plus symbolique au niveau du mouvement. Alors, la piste tournait vraiment et il y avait une pellicule miroir à la base, ce qui fait qu'encore une fois,
avec le jeu d'éclairage, avec les chaises, ça se reflétait et ça créait une autre dimension à la sculpture. Je l'ai faite en vrai, la sculpture, dans mon atelier, puis tout est numéroté pour que ça soit vraiment comme je voulais dans l'exposition. Alors, toute la partie archivage était super importante. Ces carnets de travail, ils notaient tout, toutes les places qu'ils passaient, les salaires et tout ça. Il y avait des exemples de billets, de spectacles, des petites affichettes, des photos, des lettres de référence, des lettres de contrat, des signatures. Donc, je tenais à ce que ça soit dans l'exposition, mais comme c'était fragile, alors j'ai dû les mettre dans des vitrines, qui étaient d'ailleurs, qui appartenaient à la pulperie, ces vitrines-là. Je les avais exposées, je ne sais pas si tu te souviens, je les avais empruntées, Denis. Donc, voilà. Alors, ça, c'était... Puis, comme vous voyez, ici, à cette époque-là, il faut se mettre dans les années 30-40. Donc, mon grand-père, c'est dans ces années-là qu'il a fait de la tournée entre différents contrats. Alors, ça y prenait parfois des lettres de référence. Donc, ici, on en a une qui est signée par Aimé Néron, qui est un prêtre allemand. Donc, M. Tremblay est un bon catholique et un homme recommandable. Les représentations qu'il donne n'ont rien contre la morale. Donc, ça nous met encore dans l'époque de ce moment-là. Puis, ces lettres-là, souvent, il y avait à présenter des lettres de référence quand il voulait faire des spectacles. Puis, il a commencé vraiment vers l'âge de 28 ans là, comment je pourrais dire ça, à apprendre des tours de jonglerie, des tours d'acrobatie. Il a appris par lui-même. Puis, il ne vient pas d'une famille d'artistes. Son père lui-même travaillait sur des chantiers puis se promenait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui avait une passion qui s'est développée comme ça. Puis, il a appris par lui-même, puis il a aussi appris à faire les objets qu'il avait besoin pour répéter puis pour faire des spectacles. Donc, encore une fois, on a un autre exemple de lettre. Puis, ça, c'est pour un contrat qu'il venait faire ici à Chicoutimi, à l'hôpital. Donc, on voit dans le deuxième paragraphe, là, je n'ai pas besoin de vous dire, cher monsieur, que vous avez à tenir compte de la présence de toute la communauté et donc les numéros doivent être convenables. Alors, encore une fois, puis moi, ça m'a intrigué, c'est ces lettres-là que j'ai trouvées avec les correspondances avec le clergé, les contrats qu'il signait avec le clergé. Je me suis dit, comment ça se fait? C'est quoi là? Fait que là, j'ai dû faire des recherches dans les archives, puis une recherche aussi historique de l'époque. Savoir que finalement, j'ai découvert que le clergé régissait les loisirs à ce moment-là. Fait que la plupart des spectacles que mon grand-père faisait, c'est souvent dans des salles paroissiales ou dans des terrains d'école ou d'église. Puis c'était souvent régi par le clergé. Puis on a juste à penser aux patros aujourd'hui. Les patros viennent d'œuvres patronales, donc c'était... Puis souvent, le clergé s'occupait de camps d'été, alors dans pas mal toutes les régions. Alors, ça m'a permis de découvrir ça finalement, puis je trouvais ça important de le montrer dans l'exposition. Donc, je vous ai parlé de l'idée des ombrages. Alors, vous voyez en haut de la photo à droite, il y a un cordage qui passe dans le fond dans la salle. Ceux qui connaissent la salle du Centre national d'exposition, c'est la salle du fond. Quand on arrive, là, c'est la salle du fond à gauche. Donc, alors, dans la largeur, j'avais 2 cordages qui étaient installés en parallèle dans les airs. Et c'était tendu. Ça m'a permis de pouvoir accrocher des objets. Puis pour aussi montrer l'illusion de l'équilibre, des numéros d'équilibre. Alors, on a l'unicycle qui est là. Vous allez le voir dans l'exposition. Il est exposé en bas dans la salle. Alors, puis, encore là, une fois, le jeu d'éclairage pour les ombrages au sol. Alors, vraiment, là, ça créait tout un univers un peu de spectacle. À gauche, le trapèze. C'est sûr qu'il ne faisait pas de spectacle sur des ondes comme ça, mais c'est pour montrer plus l'idée encore de la circularité. Puis au sol, c'est du sable qu'il y a. Je faisais un petit rappel, dans le fond, au fait que quand je faisais des spectacles, il n'y avait pas de matelas, il n'y avait pas de filet, là. C'était sûr que ce n'était pas des structures hyper hautes, mais quand même, c'était assez haut pour que s'il tombait, il pouvait se blesser. Mais il n'y avait pas de protection, là. Mais il a dû se blesser quelquefois, c'est sûr, mais je n'ai pas entendu s'il y avait eu vraiment des gros accidents. Alors, on a les anneaux à droite, donc encore une fois avec le jeu d'éclairage. Puis à gauche, c'est une page de carnet que j'ai reproduit, que j'ai numérisé. En fait, la page est à peu près grande comme ça. C'est un dessin de mon grand-père. On voit qu'il n'avait pas tellement de talent en dessin, mais il a dessiné des objets qu'il voulait fabriquer pour faire des numéros de jonglage avec, bon, un personnage de profil.
je me suis dit, ça, c'était super intéressant, ça serait le fun que ça soit dans l'expo. Donc, j'ai travaillé au Système Sagami à Allemand pour toutes les photos d'exposition, puis je venais de recevoir ce papier-film-là qu'on pouvait imprimer dessus, puis il était transparent, puis il y avait un bon format. Alors, on a fait des tests, puis on a réussi à faire, arriver à un résultat qui m'apparaissait intéressant. Puis, mais c'est sûr que là, c'était pas assez grand, on a dû faire en deux parties, mais le joint entre les deux, ça n'apparaissait pas. Donc, il était tendu dans l'espace, à une bonne distance du mur. Puis, entre le papier-film et le mur, j'avais des anneaux, pas les anneaux, mais des quilles pour jongler. Puis, devant le papier-film, il y avait des anneaux. Alors, avec, encore une fois, l'éclairage, ça créait sur le mur une autre image. Tout ça ensemble, ça redevenait une autre image, ça devenait peut-être une œuvre, on peut appeler ça comme ça. Donc, on voit ici un peu comment il arrivait à la voiture, toutes les chaises et le matériel pour jongler. Devant, il y a ma grand-mère. Ma grand-mère est allée quelques fois en tournée avec lui. Elle l'accompagnait quelques fois, mais la plupart du temps, bon, je vous l'ai dit, il avait 8 enfants, donc il fallait qu'elle reste à la maison. Alors, mon grand-père partait principalement avec les trois de ses enfants, Patricia, Réal et Edelbert à l'extrême droite. Donc, c'est les trois principaux. Il y a une de mes tantes, Huguette, qui allait quelques fois, mais c'est les trois principaux enfants qui allaient avec lui, d'où le nom de la troupe Adriano, ou la famille Adriano. Il se faisait appeler comme ça. C'est Réal, c'était Rialto, puis Edelbert, c'est Edelberto. C'est un peu des noms italiens là, pour faire des noms de cirque plus professionnels, peut-être. Puis, je vous ai dit, bon, qu'il archivait sa vie, mais il a conservé toutes les places qu'il allait, il y avait des places historiques, il prenait des photos, il prenait des notes, des gens qu'il rencontrait, il écrivait partout. Donc, ici, il était de passage à Bon-Cap, Bon-Désir, donc il a pris une photo, puis il y avait possiblement un commentaire derrière. Là, il était vraiment au début des tournées parce que je crois que Delbert, à droite complètement, il doit avoir peut-être 12 ans peut-être là-dessus. Là, donc, c'était vraiment au tout début là, de ces tournées. Donc, on voit bien, quand je vous disais tantôt, je n'ai pas touché aux photos, alors je les ai laissées telles quelles avec les ratures puis les brisures. Puis, à droite, on voit, bon, mais il était régisseur, donc il faisait tout. Mais alors, il était aussi artiste, mais c'est lui qui régissait, qui faisait les contrats, qui engageait des artistes aussi à l'occasion, sur place, pour créer des spectacles plus complets. Donc, ce qu'il appelait des vaudevilles, parce que c'était pas juste du cirque, là, mais c'était aussi du chant, des petites scénettes de théâtre drôles et légères, mais pas osées, on s'entend. Donc, on voit là, des personnes qui engageaient avec les salaires qu'il leur a donnés. Donc, ici, c'est une kermesse à Chicoutimi. Ma grand-mère est là, on la voit à droite derrière. C'était un spectacle d'une journée, donc elle est venue aller-retour. Puis, on voit Patricia et Delbert au centre les frères Dionne. Alors, ce sont des artistes que mon grand-père a engagés quelques fois pour des spectacles, quand c'était surtout là, dans la région, puis près de Québec. Quand il est allé plus loin dans les provinces maritimes, généralement, il était juste avec sa famille. Puis on le voit, il est en clown derrière un des frères Dionne. Alors, il a aussi rencontré Roland Lebrun, le célèbre soldat. Il a fait un spectacle avec lui. On voit, c'était des genres de petites affichettes. Là. Puis à droite, c'est des cartons qu'il distribuait, qu'il envoyait. Tu sais, quand il savait qu'elle allait être de passage dans un endroit, dans une ville, il envoyait une carte comme ça. Je vais être là, admettons, à telle date. Si vous voulez m'engager, il y avait derrière la carte un espace pour une réponse pour le contrat. Donc, ça, c'est un autre exemple à gauche, la dernière tournée qu'il a fait, une des dernières, de 1947 à 1948, elle a duré 6 mois. Puis, ce qui est important de voir, c'est que un des plus gros montants va à l'église, c'est 1542. Lui, c'est sûr que mon grand-père payait un salaire parce qu'il faut qu'il paye tout le monde, puis toutes les dépenses, là. Mais les grosses dépenses allaient vraiment à l'église, puis pour la location des salles. Puis, voilà, ça c'est un exemple encore d'une réponse, là, un télégramme ils vont jouer au Nouveau-Brunswick à Glace Bay.
Alors, un numéro qu'il faisait, ça s'appelle la pendaison. C'est un numéro assez dangereux. On voit bien, il faisait, bon, ici à gauche, avec, il était accroché, puis là, il fallait qu'il avance d'un étrier à l'autre, mais à droite, il était maintenu par le cou, puis il avait les mains attachées. Donc, c'est un numéro qu'il ne faisait pas souvent. Je vais vous faire entendre un petit extrait sonore qui explique un peu ce numéro-là. Excusez. Je vais reculer. Ça joue pas. Quand on veut, hein? Ça marchait tantôt, je vous jure. On te croit. Ok, ça joue, je pense. Là. On l'entend. Oui, on va l'entendre. C'est que ça va commencer. Mesdames et messieurs, le prochain numéro qui vous est présenté est hors de l'ordinaire et demande de l'artiste qui exécute cette prouesse une résistance extraordinaire. Une fraction de minute d'indisposition ou de distraction pourrait entraîner la mort de l'exécutant par strangulation. Adriano ne fait pas ce numéro à tous ses engagements car il n'est pas toujours en condition physique pour un tel exploit. Il nous rappelle qu'il présenta ce numéro ici à l'Arena il y a 7 ans et que le deuxième soir de l'engagement, il eut de la difficulté à se défaire de ses liens qui étaient humides et qu'il lui fallut 4 jours pour se remettre de cette expérience. Dans ses tournées théâtrales au Canada et aux États-Unis, il a connu un seul homme, Nicolas Papas, marin d'origine grecque, exécutant le tour de la pendaison tel qu'il vous le présente ce soir. Papas, qui était membre du cirque Wallace, perdit la vie en exécutant ce même numéro pendant un engagement à Baltimore. Nick, comme on l'appelait dans le cirque, défiait tous les bourreaux de réussir à le pendre. Il se pendit lui-même durant la représentation de l'après-midi. Nick, ce jour-là, était inquiet. Sa femme, qui était toujours près de lui lorsqu'il tenait son numéro, était absente, ayant été hospitalisée la veille. Pendant la représentation du cirque, on suspendit les autres numéros pour la durée de l'exploit de Papas. À un moment donné, les acrobates s'aperçurent que Nick n'avait pas réussi à défaire le lien qui le pendait. Les 2 frères Apollo, acrobates de la troupe, se portèrent à son secours en montant par une échelle de cordage au haut de la tente pour secourir Nick. Mais lorsqu'on le déposa par terre, les médecins ne purent le ranimer et constatèrent à l'autopsie que Papas était mort d'une dislocation. Adriano prétend être le seul à tenter ce tour présentement. Maintenant, mesdames et messieurs, nous vous présentons Adriano. Donc, bien sûr, ce n'est pas un enregistrement de l'époque, c'est un texte que j'ai trouvé dans les archives. C'est un texte que j'ai trouvé dans les archives qui présentait ce numéro-là. Possiblement que quelqu'un devait clamer le texte avant le numéro. Moi, ce que j'ai fait pour l'exposition, je l'ai fait réciter par un comédien, Richard Desgagnés. Puis, il y avait, à côté de la photo, il y avait des casques d'écoute. On pouvait entendre ce que vous venez Donc, c'est assez dramatique. Ça mettait un petit challenge à la présentation. Bon. Alors, d'autres numéros, là, encore là, qui sont du cas de l'exemple qu'on a vu tantôt, sauf que là, il était accroché par les pieds, puis devait avancer d'un étrier à l'autre. Au centre, bon, il était habillé, il y avait plusieurs couches de vêtements, puis tout en marchant sur le fil, il devait se déshabiller. Alors, c'est d'autres exemples de numéros avec des chaînes. Bon, je vous dis aussi que c'était le clown, alors clown acrobate et clown musicien, ça se faisait appeler Gnagnas, mais je ne sais pas pourquoi, là. J'ai jamais demandé, j'ai jamais pensé de demander la raison de ce nom-là. Et bon, l'hiver comme été, là, les contrats, donc ici à droite, c'est sur la glace d'un aréna, je pense, une patinoire extérieure, je pense que c'était à Québec. Donc des numéros avec des chaises, encore une fois. Aussi, à droite, il y a des bouteilles en dessous. Les photos c'est sûr qu'ils ont pâli, hein, c'est des photos d'époque, là. Alors, mais oui, effectivement, il y a des bouteilles sous la table. Très
Puis, donc, la dernière tournée qu'il a faite, comme je vous disais tantôt, c'est dans la fin des années 40. Puis, il a pratiquement circulé dans l'est du Québec, donc la région ici, Charlevoix, la région de Québec, un peu la Côte-Nord, puis les provinces maritimes. Puis là, je me disais, moi, là, je suis dans mon atelier, je vois ça, les cartes postales, tout ça, j'aimerais ça faire son trajet, mais je ne partirais pas là, faire une tournée dans... Donc, j'ai décidé de faire une carte pour montrer un peu toute l'ampleur que ça prenait pour l'époque, tu sais, partir avec une voiture qui n'est pas toujours dans les bonnes conditions. Les routes aussi, on s'entend que les routes n'étaient pas terribles non plus. Puis, quand on part 6 mois, bien, il y a l'hiver également. Donc, alors, c'était en 2 sections. Ce que vous voyez en couleur, c'était sur du bois. Donc, c'était découpé sur des panneaux de bois, puis c'était directement fixé au mur. Puis le panneau de plexiglas, il était à peu près à 2 pouces de la carte en bois. Puis c'est sur ce plexiglas-là que j'avais installé, que j'avais collé les cartes postales. Parce que souvent, sur les cartes postales, ils mettaient des commentaires. Ils mettaient soit une date, soit bon, il a fait beau ou il a plu pendant 3 jours, ou il n'y a pas eu de monde dans tel spectacle. On est passé par ici à tel moment. Donc, sur les cartes postales, il y avait ces commentaires-là. Puis tout ce qu'on voit aussi, les petites écritures, c'est les villes donc, qu'il a faites en tournée entre les années 30 et les 50. Voilà, comme on voit ici, c'est l'endos de cette carte postale-là. Voici les places que nous avons faites, c'est au Nouveau-Brunswick. Puis des cartes postales d'époque, quand même, c'est intéressant là, à voir, avec les vieux bâtiments. Donc voilà, ça clôt un peu. Puis moi, ce que ça m'a apporté, ce travail-là, c'est l'importance du patrimoine, de notre histoire. Souvent, on ne se rend pas compte, on n'a pas toujours conscience que notre histoire, ça peut être important. Puis dans le fond, c'est toutes nos petites histoires qui font la grande histoire, quelque part. Puis aussi, ça a été un travail de recherche, d'archivage, puis aussi de convaincre le Centre d'histoire d'Alma de conserver tous les objets, parce que là, j'avais fait des recherches auprès de ma famille. Là, je les ai convaincus, il faut garder ça, il faut que ça soit conservé dans un lieu qui sert à ça, sinon ça va se perdre, ça va dépérir. Puis, c'est sûr que j'ai des cousins qui ne voulaient pas trop, mais finalement, j'ai réussi à les convaincre et tout a été conservé maintenant au Centre d'histoire. C'est ce qui fait que le musée de la Pointe-à-Calière, aujourd'hui, fait une exposition itinérante sur le site, puis ils ont pu emprunter des objets qui étaient conservés. Donc, dans le fond, on ne sait jamais, on fait des choses, des fois, des choix, mais on ne sait pas où ce que ça peut nous mener, mais voilà, ça amène à une exposition itinérante. Donc voilà, vous allez la voir, je crois, hein? Ils vont descendre voir l'exposition, je pense. Mais je vous remercie beaucoup. Hein? C'est sur ça. Une période de questions. Vous avez des questions? Avant de descendre, on pourrait poser certaines questions, sinon on va se diriger vers la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est clair. Pour l'instant, c'est très clair. Donc, on va descendre. Vous pouvez laisser vos choses ici si vous voulez. On peut venir les chercher quand vous voulez. Merci Véronique. Oui, c'est normal. Je vais aller voir un peu, après ça, je vais y aller. Je viens maintenant pour aller chercher. Félicitations. Oui. Je vais me ramasser pour aller vous trouver.
a eu en même temps. Oui. C'est une descente. Avec des frères, des sœurs, dépendamment.
Comme la famille Adriano dans la région. Dans la région, on n'a pas fait la recherche, mais il y en avait plusieurs au Québec. Dans la région, je ne pourrais pas vous dire C'était vraiment. pas mal tout ça, là, ça gagne. Donc, puis elle disait aussi que c'était Adriano. C'était une consonance italienne ou anglaise, souvent, les familles, parce que c'était plus exotique. Ça attirait plus. C'est tout le temps des mots italiens. C'était souvent ça, oui. Il faisait sûrement des choses anciennes. Ben alors, c'est des objets qu'on a vus tantôt dans leur linguistique, le trapèze des anneaux. Ça, c'est pas le trapèze puis les anneaux, c'est lui qui les avait fait. Pas l'unité, bien entendu, là, mais puis il y a les clous pour jongler, en liquide. Alors, puis c'est surtout des objets de jonglage, là. C'est des bouteilles en dessous de la chaise. Je n'en Ben Oui. oui, ça, c'est Ouais. on a vu ça, hein? Ouais. Les assiettes, c'était pour jongler? Oui, pour jongler aussi. C'est tout, les clés, ça, les anneaux, c'est tout pour jongler. Puis, c'est sûr qu'il ne restait pas grand-chose, là, de ça. Tu sais, ce que vous avez vu, c'est quasiment ce qui restait, là. De Sa cette époque-là. structure là, que tu faisais le pendu, là, c'est une structure qui emmenait avec lui. Ben, il prenait des C'est choses. une bonne question, je ne sais pas. J'imagine que oui, C'est il devait monter impressionnant. parce que Oui, hein. il y avait des écriers après ça. Mais tu sais, c'était haut quand même. Il ne fallait pas qu'il tombe. Avec une voiture, il fallait quand même tout à Ben, bagage. je ne sais pas. Peut-être qu'il jouait sur place. Mais c'est ça que je disais tantôt. Si j'avais pu poser des questions quand il était encore en vie, tu sais, quand je me suis intéressée à ça, quand j'étais petite, je n'avais pas d'intérêt. J'étais ici à 10 ans. Là, Mais c'était-tu le trou, il était vraiment seul? Ou... c'était vraiment sa famille. Elle a ses 3 enfants. Ses Son garçons. il en faisait aussi. Deux garçons, puis Il faisait des tours aussi. oui, oui. C'en est un, ça, c'est Delbert qu'on voit, le plus vieux. Puis eux, ils ne se rappellent pas de tout ça. Ben, ils sont décédés. Il reste deux. Oui, je l'ai connu. Je l'ai connu, mais j'étais jeune. Puis moi, il ne parlait pas de ça, il n'en parlait pas de son histoire. Puis même, il y a des personnes qui ne savaient même pas que c'était Je savais qu'ils faisaient du sucre. mais pas tant. Vous l'avez connu, non? Non, ben non. Moi, je me suis j'ai fait le visage. Ben, c'est Mais ça. ses enfants. Même mes enfants. Non. Non. Il était étonné. Et Delbert, lui, a travaillé sur cette île. Réal, il est allé dans l'armée, puis il est mort. Réal, le petit du milieu, il n'est pas mort à la guerre, mais il avait un congé. Il revenait de l'Allemagne, puis il avait un congé, puis il s'est noyé. C'est même pas, il n'est même pas Une de décédé. tes petites sœurs là, qui était à droite du trapèze. C'est Viviane qui était bonne. Viviane. Moi, je n'étais pas bonne. Il me disait, c'est donc bien raide, c'est donc bien pas bonne. J'étais vraiment pas bonne. Mais Viviane était bonne. Ouais, Ouais, ça me Viviane surprend était pas. bonne. Mais c'est ça. Mais sinon, ça ne fait pas. J'ai un de mes cousins qui a eu un intérêt pour ça, puis qui fait des trucs de clown. Il n'en fait plus, mais il en a fait un temps. Mais tu sais, clown, pas dans les événements, là, pour amuser, là, des fêtes d'enfants, mais pas plus que ça. Ouais, c'est pas évident, c'est sûr. Faut pas que tu sois gêné d'aller vers le monde. C'est beaucoup pratique aussi. Puis est-ce qu'il se mettait riche avec ça? Non. Non? C'est ça, Non, tu fais pas non, d'affaires. il écrivait, là, tu sais, la dernière tournée, c'était après la guerre, la province maritime, puis les gens, ils allaient pas au spectacle, il n'y avait pas d'argent. C'était très fin. C'était une Les passion. billets devaient pas être chers. Non, c'était 25 cents. C'était juste sa passion qu'il faisait. Ouais, c'était vraiment une passion, mais sinon, C'est toutes ces affaires-là qui appartenaient à Ouais. ton ton arrière-grand-père. Ouais, c'était mon grand-père. C'est beau que ça t'ait gardé. Oui, mais c'est ça, les artistes de cette époque-là faisaient avec pas grand-chose. Ah. Il n'y avait rien. Ils partaient avec pas grand-chose. Comparé aujourd'hui. Ben oui, aujourd'hui, il y a de la technologie. C'est grandiose. Les billets sont pas mal plus chers. Oui, soleil, c'est oui, mais ça, le soleil, ben, ça, c'est le précurseur du cinéma. Mais moi, j'avais vu dans l'exposition de la famille de jeu,
On va mettre fin à la conférence, mais moi, Véronique aussi, va rester quelques minutes. Moi, je reste dans l'exposition si vous avez des questions. On voulait remercier évidemment Ville Saguenay, Mme Mejda Medef qui nous a donné un coup de main, la boîte Rouge Vif avec leur savoir pour la captation vidéo, parce que présentement, c'est présenté sur Facebook Live de la pulperie. On vous invite aussi de rester toujours à l'affût de tout ce qui se présente ici à la pulperie. On vous remercie aussi de participer. Nous, on fait ça pour vous. Et on tenait aussi à souligner que cette captation-là, on a décidé de la faire pour justement que ça devienne un témoin du patrimoine vivant, ce qui est très important pour nous. Et ça fait partie du patrimoine aussi. Donc, il n'y a pas juste des bâtiments. Le patrimoine vivant est super important. Alors, merci beaucoup et bonne visite dans l'exposition. Merci. Merci. Merci.